Eh bien, bonsoir à tous. Alors, excusez-nous pour le tout petit temps de setup, mais voilà. Donc, ce soir, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est la programmation orientée objet et en général, derrière, eh bien, un peu l'assaut du design anémique face à cette fameuse programmation orientée objet. Alors, avant d'attaquer ce sujet-là, un tout petit préambule qui, pour moi, est important. C'est les principes du Keep It Simple Stupid, en général, ou Keep It Stupid Simple, ça se dit dans les deux sens. Qui en fait dicte qu'une ligne, en fait le Keep It Simple Stupid, c'est tout simplement un principe de développement qui dit on ne rajoute pas de complexité non indispensable. Voilà. Alors après, le problème de ce principe de développement, c'est que derrière, il faut comprendre ce qu'on considère comme étant une complexité non indispensable. Et c'est là que souvent, la dérive peut survenir sur l'application du Keep It Stupid Simple. Alors moi, une manière que j'ai de splitter, on va dire, la complexité, ou en tout cas les difficultés qu'on peut rencontrer dans le code, c'est la nuance entre le mot complexe et le mot compliqué. Voilà, si vous avez déjà suivi certains de mes talks ou formations, cette slide revient systématiquement, parce que pour moi c'est extrêmement important, c'est de comprendre la différence entre complexe et compliqué. D'un côté, côté complexe, on a un système avec beaucoup de parties prenantes, beaucoup d'éléments dans le système, et du coup, intrinsèquement, c'est compliqué à comprendre. Enfin, ça devient difficile justement à comprendre. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a beaucoup. Et à faire rentrer dans la tête, c'est pas simple. De l'autre côté, on a compliqué, qui est embrouillé. Donc par exemple, un très bon exemple de compliqué, ça va être que dans une organisation, on va avoir le mot contrat et garantie qui vont définir exactement la même chose. Ou alors on va avoir le mot personne et le mot client qui vont vouloir dire la même chose. On va utiliser deux mots pour dire la même chose, et donc on a introduit de la complication dans le système qui n'est pas utile, qui ne nous aide pas à résoudre les problèmes. Donc globalement, la grosse différence, c'est que la complexité, elle est induite, c'est parce que c'est effectivement difficile. De l'autre côté, on se l'est créé par mauvais design, j'ai presque envie de dire. Donc nous, l'enjeu, c'est d'arriver à traiter des sujets complexes, mais sans se compliquer la vie, sans créer de code compliqué. Et donc, du coup, si notre code devient compliqué, donc qu'on a des difficultés qui sont dues au code, qui sont dues au langage, eh bien en fait, il va potentiellement falloir ajouter de la complexité pour pouvoir clarifier ce qui est fait. Et c'est là où pour moi le Keep It Simple Stupid est justement qu'est-ce que la complexité non indispensable, mais donc du coup qu'est-ce que la complexité indispensable? C'est quand la complexité indispensable nous permet de clarifier en fait ce qu'on fait. Un petit exemple, alors ça si jamais je suis allé le chercher chez Google. Donc ils se sont amusés, hein, tout ça a été construit en suivant les principes KISS, Keep It Simple Stupid. Est-ce que ça vous paraît simple? Est-ce que ça vous paraît stupide? J'ai pas l'impression. Pourtant, c'est l'implémentation la plus simple qui permet de répondre à tous les enjeux de leurs besoins. Voilà. Et en fait, c'est vraiment ça KISS. Il ne faut surtout pas oublier ça. C'est qu'en fait, c'est pas, on ne se prend pas la tête et on fait quelque chose de bête ou de simple. Non, c'est l'essentiel, c'est de répondre aux besoins et on va à la solution la plus efficace. Selon Google en tout cas, aucun élément de ce système n'est inutile ou n'a pas de sens. Alors est-ce qu'ils ont raison ou pas? Ça, je les laisse décider. Mais étant donné qu'ils ont fait un magnifique article dessus, je pense qu'ils sont assez sûrs d'eux. Donc on va leur faire confiance. Mais voilà. Passons au vrai sujet, du coup, qui va être l'APO. Il était une fois un besoin. Récemment, il y a Monster Hunter World, alors c'est pas World, c'est Wild du coup qui est sorti. Voilà, alors moi je me suis arrêté à World. Wild, j'y jouerai quand j'aurai un peu plus de temps. Mais voilà, donc on imagine un besoin. On est un joueur qui possède un stock de composants, on va les appeler des composants, et chaque item requiert des composants pour être fabriqué. Si vous n'avez jamais joué à Monster Hunter, imaginez-vous que c'est une recette de cuisine avec des ingrédients. Vous avez des ingrédients dans votre armoire et vous devez remplir une recette de cuisine. C'est ni plus ni moins que ça. Est-ce que l'item qui a été sélectionné ici, est-ce que je vais pouvoir le fabriquer? C'est une première question. Quels sont les matériaux qui me manquent si jamais je ne peux pas? Combien de matériaux il va me rester une fois que je l'aurai fabriqué? Donc typiquement, pareil, pour la recette de cuisine, j'ai consommé de la farine, combien il m'en restera après? Par exemple, c'est des calculs qu'on pourrait se poser. Et on pourrait se poser la même question pour un ensemble d'items. Donc typiquement pour plusieurs items qu'on aurait voulu faire ou plusieurs gâteaux qu'on aurait voulu faire dans notre recette de cuisine. Pour répondre à ce genre de besoin, dans un premier temps, il a été imaginé une première manière de faire, c'est une tâche, un process.
Donc si je reprends ici, chacune des tâches, on va avoir un process. Une tâche, un process, approche procédurale. Voilà, que normalement on connaît tous. Un jeu de données entrant, un résultat attendu. Entre les deux, on fait ce qu'on peut. Voilà. Globalement, en général, en PHP, ça va donner une grosse array d'un côté. Donc ici, no requirements. Donc typiquement, mes items vont demander certains composants pour être faits. De l'autre côté, un stock. Donc moi, tous les composants que j'ai dans mon stock. Je fais un truc au milieu. Et à la fin, je fais ressortir ça sous un autre format. Donc typiquement, si on regarde un petit peu le code, tac. Donc je me suis amusé à faire cette application de plusieurs manières. Donc ici, bah, typiquement, on va calculer ça en procédural pour commencer. Donc en procédural, lorsqu'on veut obtenir les items manquants, alors si jamais tout ça fonctionne, ce que je veux dire par là, c'est que derrière, il y a réellement du code qui s'exécute. Voilà, on peut voir s'il manque des items ou des choses comme ça. Il y a des faux joueurs. Merci. Parfait. Il y a des faux joueurs, donc typiquement des stocks pour les joueurs. Il y a des faux composants. Enfin voilà, il y a vraiment tout. Donc voilà. Donc c'est une petite appli. Et donc là, typiquement, pour juste calculer quels sont les composants manquants pour faire un item, voilà à peu près ce que ça va donner en procédural. Donc en procédural, eh bien, je vais exécuter cette logique pour un joueur. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais aller récupérer mes items, mon stock, etc. Et puis je vais faire de la tambouille. Je vous mets au défi, en 5 secondes, d'être capable de m'expliquer ce que fait ce code. Quelqu'un veut le relever ou... Bon, il y en a peut-être un ou deux qui auraient réussi. Et encore, j'en doute. Alors maintenant, je vous propose de faire exactement la même chose. Mais au lieu de faire une seule procédure, on a une procédure un peu plus compliquée, dans laquelle en fait on va aller chercher, au lieu de faire une seule des 3 tâches, on va chercher à faire les 3 en même temps. Parce qu'en fait dans le jeu Monster Hunter World, quand vous voulez crafter un item, en fait ça vous renvoie les 3 informations en même temps. Et donc là on va imaginer un process dans lequel on fait les 3 choses en même temps. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? On se posera la question plus tard, mais juste pour vous montrer en fait comment ça scale. Bon alors là je vous mets vraiment au défi d'essayer de m'expliquer ce que ça fait en 5 secondes. Je vous souhaite vraiment bonne chance. Surtout, là où je veux attirer votre attention, c'est sur cette partie-là. En fait, cette partie-ci, si on reprend sur le précédent, là, je récupérais toute la liste des composants. Et en fait, je faisais une liste de tous les requirements. Sauf que dans cette deuxième manière de faire, je construis pareil la liste de tous les requirements, mais au passage, j'essaie de regarder s'il y a des items que je ne peux pas crafter, que je ne peux pas faire, construire. Donc en fait, je suis en train de faire 2 tâches en même temps dans un même morceau de code qui est imbriqué. Donc vous vous rendez bien compte que si jamais je touche l'un, les chances de répercussion sur l'autre sont immenses. Enfin, j'ai toutes les chances de casser le code de l'autre côté. Donc tout ça, c'est l'approche procédurale. Dans les pros, on va dire, dans les points positifs, c'est rapide à produire. C'est optimisé pour le process et il n'y a pas beaucoup de classes. On l'a vu, hein, là, tout est placé à un seul endroit. Quand je dis rapide à produire, on en parlera un petit peu à la fin. Voilà, mais parce que je ne suis pas très d'accord sur cette idée de rapide à produire. Par contre, c'est optimisé pour le process. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que ça réponde le plus efficacement possible à notre besoin, d'un point de vue charge mémoire. On ne va pas instancier d'objets, on ne va pas machin. On va vraiment aller strictement à l'essentiel. Par contre, dans les points négatifs, très difficile de garder le fil, à lire, à maintenir, à tester, à comprendre. On va avoir des problèmes sur le long terme. La complexité devient compliquée à gérer, on n'est pas en accord, en adéquation avec les principes de KISS. Du coup, on s'est posé des questions, et en se posant des questions, on s'est dit « Ah, en fait, on pourrait penser les choses différemment ». Au lieu d'avoir un process, une tâche, un process, on s'est dit « On a un jeu de données en entrée, et on va le modéliser ». Donc ça, c'est l'approche objet. Donc on modélise un ensemble de données, dans des objets, et ensuite derrière on va pouvoir manipuler cette modélisation pour répondre à notre besoin. Jeu de données entrant, modélisation, résultat attendu. Donc si on prend notre besoin de base, bah en fait on a un joueur qui dans son stock a des composants, et on a des items qui ont comme requirement des composants. Jusque là, normalement tout le monde me suit. Donc l'idée, bah, c'est qu'on a notre player, nos items, nos composants, et on met un bout de logique là. Et puis derrière ça nous sort quelque chose.
Est-ce que ça a choqué certains d'entre vous quand je viens de dire ça? Si ça ne vous a pas choqué, sachez que ça n'a pas choqué ChatGPT. Je vous en parlerai juste après. En fait, là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de remettre du un process, un service. On n'est plus sur une approche objet avec jeu de données entrant, modélisation, résultat attendu. On a mis une surcouche de service, et en fait, on n'est plus sur une approche service. Donc à quoi ça ressemble une approche service dans le code? Donc pareil, exactement la même chose, hein, la même application. Donc on peut voir que déjà c'est un peu plus clair. L'un des avantages, c'est que du coup on a réellement un order service sur lequel on a bel et bien un process qui est ici calculer les composants manquants. Ça c'est juste de la mise en forme hein, pour que ça donne exactement le même résultat que l'autre, mais voilà. Donc si je vais là-dedans, bah, en fait on retrouve globalement le code procédural qu'on avait juste avant. Et en fait, les objets qu'on a pu mettre en place juste avant, nos objets items, etc., en fait, ils sont vides. Si je vais dans mon modèle et que je vais dans mon approche service, mon item ici, il est vide. Mon user, il est vide. Mes composants sont vides. Il n'y a pas de logique. En fait, toute la logique se trouve dans les services. Alors ça, c'est une approche qui s'appelle le domaine anémique, qui a beaucoup été adoptée, notamment grâce à des outils comme Doctrine, grâce ou à cause d'outils comme Doctrine, qui ont tendance à mapper directement avec la base de données, mais qui font que du coup, on est moins libre sur notre modélisation objet, et donc on est obligé, contraint, de mettre la logique dans des services. Et en plus de ça, à côté, vous mettez des frameworks qu'on adore tous, hein, comme Symfony, qui facilitent grandement la création, la manipulation de ces services, leur injection, etc., à droite à gauche. Et en fait, on se retrouve sur un anti-pattern. Et donc, ici, quand on prend le service uniquement, si on vient rajouter un peu plus de process, on peut voir que là, l'un des avantages, c'est que du coup, mes process sont bel et bien séparés. Mais par contre, derrière, on va retrouver le même code qui est potentiellement difficile à lire. Un autre désavantage, c'est qu'étant donné qu'on ne se sert pas directement, on ne repose pas directement sur la modélisation, si jamais il y a des règles intrinsèques aux objets, lorsqu'on commence à les manipuler, ça peut devenir difficile de suivre en fait l'évolution de notre objet, dans quel état il se trouve et quelles sont les actions suivantes qui sont possibles. Et ça, c'est un vrai problème de l'approche service. Si vous êtes sur des applications métiers lourdes, avec beaucoup de règles d'invariants dans vos objets, bah, l'approche service va vraiment montrer ses limites au bout d'un moment. Donc, dans les avantages, bah, c'est moyennement rapide à produire. Encore une fois, hein, ça se fait relativement facilement, surtout si vous avez des outils comme Doctrine, etc., ça se produit bien. Et on a un meilleur découpage des sous-process. On ne va pas se mentir, c'est quand même beaucoup plus facile à lire et à comprendre que ce qui se passe dans l'approche procédurale. Par contre, dans les négatifs, eh bien, on gère mal les processus imbriqués, c'est ce que je vous disais. Donc du coup, dès qu'on a des impacts, ah bah tiens, ma modélisation a changé, donc du coup, est-ce que j'ai le droit de faire l'étape suivante, etc., etc., etc. Ça, ils vont avoir du mal à le faire. Le code devient difficile à lire sur certains niveaux. En fait, dès qu'on rentre dans le service, ben, on retrouve notre code procédural. Du coup, c'est difficile à faire évoluer et à tester. Et en plus, ça n'est plus optimisé pour un process, parce qu'on a pris le temps de mapper des objets. Donc, mine de rien, on est un peu moins optimisé. Et surtout, vu que nos process sont bien séparés les uns des autres, eh bien, on va potentiellement faire certaines choses plusieurs fois, là où dans l'approche procédurale, on avait fait 2 choses en une seule fois. Du coup, complexité devient compliquée à gérer, notamment à cause de ces 3-là. On ne suit toujours pas les principes de KISS. On se repose des questions. Revenons-en, jeu de données, une modélisation. On repart de là, approche objet, un jeu de données entrant, une modélisation, un résultat attendu. Player, components, item, ça n'a toujours pas changé. Sauf que maintenant, au lieu de se dire, je vais mettre ma logique en dehors, je vais chercher à mettre ma logique dans la modélisation. Et pour ça, on va la complexifier un tout petit peu. En fait, notre besoin, on est tout simplement en train de passer une commande. On est tout simplement en train de passer une commande dans laquelle j'ai un joueur qui veut commander un item. Donc en fait, dans cette commande, je peux venir placer de la logique. Et vous voyez que si je compare à cette façon de faire, où là, en fait, on avait la logique qui était un peu sombre et on ne savait pas trop ce qu'on faisait. Ici, vous pouvez voir que ma logique, elle est complètement
splittés entre les différents objets de ma modélisation. Ce qui fait que ça va être beaucoup plus facile de pouvoir tester, par exemple, get missing components en isolation du reste, ou tout simplement d'aller tester c'est quoi un component qui est missing, par exemple. Des choses comme ça. Donc l'avantage, c'est que notre modélisation, dans ce cas-là, est capable de porter l'intégralité de la logique. On n'a plus besoin d'une surcouche de service. On peut voir que c'est directement la modélisation qui renvoie. Et en plus, chaque brique porte sa propre logique, ses propres règles, ses propres fonctions, propres invariants, lorsqu'on est sur des modèles un peu plus compliqués. Alors ça, c'était juste pour comparer. Donc dans les avantages, facile à tester, facile à faire évoluer, on gère bien les processus imbriqués, parce que pour le coup, quand on fait une action, on fait l'action directement sur les objets, et ce sont les objets qui contiennent les règles. Donc du coup, les objets peuvent savoir directement si l'action suivante est possible. On n'est pas obligé de lancer une vérification vers le validateur Symfony, qui en fait n'est pas le même que le premier, mais est très proche du premier. Enfin voilà, vous voyez le délire. Et donc du coup, ça va être beaucoup plus facile, comme ça, de gérer les processus imbriqués, parce qu'en fait, ce sont les objets eux-mêmes qui nous disent si on peut faire le processus suivant. Si on peut continuer dans notre arbre, j'ai envie de dire, de décision. Et aussi, ça permet de garder la logique intelligible à tous les niveaux. Je vous montre un petit peu le code. Donc typiquement, si on va sur du code plutôt orienté objet, donc là on va retrouver ici, on peut voir que je construis un objet order, et là tout ce que je fais, c'est que je récupère les missing components de mon order. On peut voir qu'il n'y a plus de service. C'est fini. Seule chose que j'ai utilisée ici, c'est des repositories pour pouvoir construire mon objet. Alors vous m'excuserez pour les plus puristes, je n'ai pas mis en place de factory ou de builder, voilà, je suis allé au plus simple, hein, voilà, si jamais il y a des puristes, ne m'en voulez pas. Mais donc du coup, get missing components, et en fait ici on peut voir que pour calculer mes composants manquants, en fait ce que je fais c'est une différence entre le stock et les items. C'est explicite. Donc du coup, on sait directement ce que je fais. Et en fait, à partir de cette différence, je vais aller chercher tout ce qui est manquant. Alors du coup, c'est quoi une différence entre stock et item? Comment c'est fait? Et bien en fait, c'est fait comme ça. OK, et derrière, on peut aller regarder. Et on peut voir qu'en fait, à chaque étape, la logique, elle est claire, elle est explicite. Et en plus, on utilise des mots qui sont simples à comprendre, au lieu d'avoir des array map ou des arrays, etc., etc. Toutes ces fonctions natives de PHP qui sont ultra pratiques et qu'on va utiliser aussi, mais qui en fait cachent le vrai sens de ce qu'on veut faire derrière en fait, du code qui n'est plus intelligible pour nous, ou en tout cas pas à la première lecture. Il l'est à la deuxième, à la troisième, à la quatrième lecture. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Et l'avantage, c'est que du coup, ça, quand on le fait scale sur plusieurs process, voilà ce que ça donne. Voilà mon code. Et pareil, derrière, si on va dans les détails des objets, on va retrouver le même type de granularité, où en fait, on va avoir que des petites fonctions qui vont être facilement intelligibles et plus faciles à tester. Donc, entre le procédural, où typiquement, on était sur ça, et bon courage pour me dire ce que fait cette fonction. Ici, si je vous demande qu'est-ce qu'on fait, on récupère les composants manquants, on récupère les composants possibles, et on regarde quel est le stock restant. Voilà. Très facile à lire, très facile à comprendre. J'ai presque envie de dire votre PO pourrait aller regarder votre code et il saurait ce que ça fait. Presque. Il faudra quand même qu'il sache lire un minimum un fichier PHP, mais l'idée est là. Donc voilà. Dans les cons, je vais revenir un petit peu sur ces cons, mais donc du coup il y a du boilerplate, c'est-à-dire qu'on crée plus de fichiers. Ça, faut pas se mentir, on crée beaucoup plus de fichiers. On n'est pas optimisé pour un process, parce que on va instancier encore une fois de nombreuses classes. On va instancier des objets, et c'est moins rapide à produire. Cependant, la complexité ici, tous ces problèmes-là, j'ai envie de dire, c'est des problèmes, on va le voir juste après, mais que personnellement, en tout cas, je considère comme étant secondaires. Et je vous expliquerai pourquoi après. Enfin, je vous montrerai pourquoi pour moi ça l'est, en tout cas, juste après. Dans ce cas-là, notre complexité, elle est correctement gérée. C'est-à-dire qu'on exprime ce qu'on fait dans l'application d'une manière simple. On n'a pas besoin d'aller mettre des commentaires en plus de notre code, etc. On n'a pas besoin d'expliquer notre code, il s'explique de lui-même. Et donc là, pour moi, on suit les principes de KISS. C'est-à-dire qu'on est au bon niveau entre complexité et on a évité toute complication dans notre code. Alors justement, des défauts qui n'en sont pas. Le boilerplate, pour moi, dans ce cas-là, ce n'est pas un défaut. C'est-à-dire que ça nous permet à chaque niveau d'avoir quelque chose qui est facile à comprendre,
facile à intégrer dans le cerveau, à tester, à relire, etc. etc. Aussi, si vous êtes adepte des principes de solide, ça permet à chaque objet et à chaque fonction d'avoir sa propre responsabilité. Et en ayant sa propre responsabilité et n'en ayant qu'une seule, on s'évite des conflits sur ces responsabilités, on évite d'avoir un God Object qui fait plein de choses, etc., etc. Non optimisé pour un process en particulier, certes, mais par contre, c'est intelligible. Et donc l'avantage, c'est quand on comprend ce qu'on fait, on peut optimiser ce qu'on fait. Alors que quand on ne comprend plus ce qu'on fait, bon courage pour l'optimiser. Voilà, ça c'est mon point de vue. Donc certes, au début on est peut-être un peu plus lent, mais en fait dès qu'on enchaîne les actions, dès qu'on enchaîne les choses, dès qu'on imbrique plein de logiques les unes avec les autres, bah, en fait on se rend compte que cette approche-là, même l'aspect performance, c'est plus un problème parce que bah, on va plus facilement mettre des choses en cache, on va plus facilement préloader des informations qui sont communes à tous nos process, on va voilà, plus facilement mettre en place ce genre de logique. Et enfin, moins rapide à produire. Bah en fait, je ne sais pas vous, mais moi dans mes expériences, très souvent, quand on me demande de faire quelque chose, je le fais, puis après on me dit « Ah non, en fait, c'est pas ce qu'on voulait ». Bah en fait, si mon code, il est facile à relire, il est facile à modifier, bah en fait, ah bah non, en fait, c'est pas exactement ce qu'on voulait. Bah du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi de faire cette modification et de faire ces petits ajustements. Vous savez, en bout de cycle, tous ces petits ajustements. Alors que là, quand on est sur un code qui est beaucoup plus difficile à maintenir, on n'a pas encore livré en prod qu'en fait, on a déjà les premiers retours. On a déjà les premières modifications qui nous sont demandées. Et donc, c'est là où du code qui est déjà nativement, j'ai envie de dire, plus difficile à maintenir, avant même qu'on ait mis en prod, bah en fait, on va stacker du temps à ce moment-là. On va prendre du temps en fait, pour gérer ces retours. Donc, le moins rapide à produire, je mets ça entre de très gros guillemets parce qu'en fait, quand on prend l'habitude, en plus, ça va vraiment relativement vite à produire et on s'évite, ces allers-retours vont super vite, quoi. Wait a minute. Ok, vous connaissez le même. On ne peut pas tout mettre dans un modèle. Bah ouais, vous avez raison. On ne peut pas tout mettre dans un modèle. C'est pas possible. Les services, ça permet encore de traiter des problématiques qui sont liées au contexte. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tout mettre dans un modèle? Parce que sinon, bah, notre modèle, ça devient notre application. Et en fait, si on a tout mis dedans, bah, on se retrouve sur le même problème, on a remis toutes les responsabilités au même endroit. Donc par exemple, dans le modèle, on va peut-être mettre certaines informations, mais l'authentification de l'utilisateur, par exemple, on va peut-être le laisser en dehors. Parce qu'en fait, ça n'a pas de place en fait, dans mon modèle logique. Mon modèle logique, il est là, une fois que mon utilisateur il a été authentifié, il a le droit de faire cette action, hop, il manipule le modèle logique. Mais ce n'est pas à mon modèle logique d'aller intégrer la notion d'utilisateur authentifié en son sein pour pouvoir mettre les validations, par exemple. Sinon, encore une fois, on mettrait toute l'application. Et on veut parfois des perfs au top. Bah ouais, ça arrive. Par exemple, si vous êtes sur un site comme M6 qui doit répondre à des millions d'utilisateurs le soir au dernier moment, est-ce qu'à chaque fois vous voulez avoir une super modélisation métier lorsque vous chargez la moindre page, etc. etc. Non. En fait, vous voulez juste une représentation de vos données, point final. Donc c'est là où, par exemple, sur des process en particulier, et moi une application, un use case dans lequel ça se représente vraiment, c'est tout ce qui est CQRS. En CQRS, j'ai envie de dire, on s'en fout d'avoir une modélisation métier. Tout ce qu'on veut, c'est une représentation JSON de nos données, boum, on la balance, on la récupère depuis un Elasticsearch et ça part. Et on n'a plus besoin d'une représentation de notre métier. Donc voilà. Donc très souvent, sur les trois, en fait, sur un projet, on va utiliser les trois. Et la subtilité, c'est de se dire, qu'est-ce qui doit être dans les services? Qu'est-ce qui doit être dans le modèle? Qu'est-ce qui doit être... Est-ce qu'il y a des questions? À un moment donné, tu parlais que c'était impossible dans des métiers un peu complexes de suivre les changements de données dans les objets et tout ça. Et là, il y a quelques endroits, tu faisais des clones de certains objets. Pourquoi du coup ne pas tout faire en immutable? En immutable, tu veux dire? Alors, la question, c'était, globalement, on parlait du changement des objets. Je repose la question, c'est juste pour que les gens puissent entendre. On parlait du changement des objets à un moment qu'il était difficile de suivre les changements des objets. Et donc, du coup, la question, c'était dans le code que j'ai fait quelques clones au lieu, par exemple, d'utiliser les immutables. Alors, tout simplement, pourquoi est-ce que j'ai fait des clones? Hop,
si je reprends mon petit code ici, tac, 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 get missing components, ici, tac, tac, tac. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Bah, tout simplement parce qu'en fait ici, je vais potentiellement manipuler ce stock, voilà c'est ça. En fait, je vais manipuler directement ce stock, mais plutôt que de manipuler le vis player stock et donc du coup d'impacter potentiellement les futurs process qui vont être sur cet objet, j'ai fait un clone de cet objet pour derrière pouvoir le manipuler et en fait je manipule une copie de l'objet original. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, pourquoi je n'ai pas utilisé les immutables? Peut-être parce que j'ai fait ça en une après-midi et que j'aurais pu faire mieux, je ne vais pas mentir. Mais en tout cas, voilà pourquoi j'ai utilisé des clones en tout cas. Est-ce que j'aurais pu le faire autrement? Certainement, ouais. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pourquoi tu dis que le procédural, c'est plus performant en termes de mémoire? Alors, la question c'était pourquoi est-ce que le procédural est plus performant en termes de mémoire. Alors, je ne sais pas si j'ai dit mémoire, et c'est peut-être une erreur de ma part. Pour moi... Je précise ma question parce que tu as parlé du fait que quand on fait de l'orienté objet, on doit instancier beaucoup d'objets. Exactement. Du coup, c'est plus lourd que les tableaux. Alors que c'est du PHP, et en PHP, les objets sont plus légers. Alors, c'était pas forcément, je parlais pas forcément, instancier des objets prend du temps, mine de rien, qu'on le veuille ou non. Et donc, du coup, si on veut éviter ce temps d'instanciation, là-dessus, le procédural, bah, ça peut être pas mal. Si on a déjà des données qui sont dans une arrêt, enfin si on a déjà 2 arrêts de données, on s'évite d'instancier des objets au milieu, on va plus vite. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc je suis désolé si j'ai fait la confusion entre les deux, mais voilà. Ah non, pardon, j'ai cru qu'il y avait 2 sauts de ligne. Ah, bah, l'application, elle était achetée là. Non, voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions du coup? Ouais. Ce ne sera pas une question, mais plus pour abonder en fait dans ton sens. C'est important. D'abord, une chose que j'ai remarqué, c'est que quand on part sur du code legacy, moi j'ai vu passer dans ton application une application legacy refactorée progressivement. Et les étapes sont justement très très claires là-dessus, où on a un gros blob avec plein de for each à 3 ou 4 niveaux, et les réduire progressivement, c'est un très très bon moyen de le faire. Et pour réduire cette complexité cyclomatique que l'on va voir avec des outils comme PHP Stan ou d'autres outils d'analyse statique, et qu'on va aussi pouvoir voir avec de près avec des profilers. Alors évidemment, notamment avec Blackfire, ça se voit, c'est assez évident quand on le fait apparaître, et parfois il faut savoir faire effectivement le choix, parfois, voire même souvent, savoir faire le choix entre la lisibilité du code, sa maintenabilité, et rajouter un peu de crasse parce que c'est vrai que ça va plus vite. Jusqu'à un certain point, ça va plus vite. Voilà. Attention, parce que même les arrêts, typiquement, quand on commence à avoir des gros trucs, ça devient très compliqué à maintenir. Ça devient très compliqué à maintenir. Et il y a aussi une limite dans l'autre sens, c'est que quand on se met à avoir beaucoup d'objets comme ceux que tu as présentés, eh ben, ça devient, pour un newbie, quelqu'un qui arrive sur le projet, ça peut devenir aussi vite difficile à suivre à suivre les pistes. Par exemple, réaction par rapport à ça, il y a un des principes du clean code qui dit qu'une fonction ne doit pas avoir plus de 4 à 6 lignes. Alors je vous donne mon avis, c'est le mien, il est personnel et vous le prenez comme vous voulez. Bullshit, enfin franchement... c'est pas plus de 2 lignes après. C'est pas plus de 2 lignes maintenant? Non mais voilà. Non mais... C'est ce que toi tu vas dire, c'est ça? Voilà. Non, pas du tout, pas du tout. Non, en fait, le nombre de lignes ne compte pas. C'est pas le nombre de lignes qui compte. C'est le nombre de... En fait, c'est le nombre de responsabilités qu'il y a dans cette fonction. C'est la seule chose qui compte. Le nombre de lignes, si on a besoin de 10 lignes pour exprimer cette responsabilité, bah on a besoin de 10 lignes. Si on a besoin de 4 lignes, tant mieux. Mais en fait, il ne faut pas se forcer à splitter une fonction parce qu'elle va faire 7 lignes. Gardons la responsabilité à un endroit et ne découpons pas une responsabilité en deux juste parce que ça prend 8 lignes. Voilà, c'est juste ça.
Et là-dessus, j'abonde vraiment dans ton sens où il faut, voilà, pour moi, ce qui doit splitter en fait le code, c'est les responsabilités. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois qu'on clique, on va sur une autre responsabilité. Et du coup, ça fait que ça reste facile à lire parce qu'à chaque fois, on lit une responsabilité et en fait, on a le détail, en gros. Et voilà. Ça, c'est évident, en tout cas. Moi, j'avais une remarque par rapport à ce que tu as dit, justement, dans le cas d'un nouvel arrivant. Je trouve qu'à l'inverse, quand on est un nouvel arrivant dans un métier complexe, les objets vont permettre d'engranger le langage et on va retrouver la logique métier dans le code, quand dans des grosses fonctions procédurales, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire, on va perdre cette logique métier. Et pour un nouvel arrivant, c'est vrai que ça permet d'arriver plus facilement dans le métier à travers des objets. Et moi j'ajouterais que dans notre métier, on passe quand même beaucoup de temps à relire du code. Oui. Et donc c'est absolument pas stupide de le garder simple. Pour ça j'aime beaucoup effectivement l'approche objet qui dit non seulement c'est plus facile à penser, mais c'est aussi plus facile à comprendre comment la personne qui l'a écrit. À relire. Et Ouais. effectivement le procédural, surtout quand ça fait 5 ans qu'on n'a pas fait de PHP, c'était pas facile à lire. Désolé. Non mais c'est pas ta faute. Hein. Attends, je l'enlève. Et le code objet, il était... là c'est simple quoi. Si, aussi, je vous avais promis la petite anecdote avec ChatGPT. Je l'ai oublié pendant le talk. En fait, je faisais une recherche avec ChatGPT pour des exemples. Et vous savez, ChatGPT, il parle beaucoup, il est un peu comme moi. Et donc, du coup, il s'est senti obligé de me rajouter des implémentations de code, des exemples d'implémentation de code. Et en fait, dans l'exemple d'implémentation de code qu'il m'a proposé, il m'a proposé une approche service. Ce que je veux dire par là, c'est que l'anti-pattern est allé tellement loin, il est tellement devenu ancré dans nos habitudes de développement que c'est ce que ChatGPT recommande. Donc ça montre à quel point on est allé loin dans ce défaut-là, alors qu'à la base, je lui demandais des exemples par rapport à du DDD. Donc en plus, vous voyez, j'avais en plus orienté la question avec DDD, Clean Code, etc. Donc même avec toutes ces orientations, il m'a proposé une approche service. Donc c'est dire à quel point cet anti-pattern, il est quand même présent, un peu malgré nous, voilà, parce que parfois on ne s'en rend pas compte, mais aussi parce qu'il y a des outils qui l'ont vraiment facilité. Dans certains cas, encore une fois, c'est pertinent, mais dans d'autres, beaucoup moins. Sur des grosses applications métiers lourdes, beaucoup moins. Voilà, voilà. C'était la petite anecdote ChatGPT. Ce qui montre du coup aussi à quel point ChatGPT est à ne pas utiliser à toutes les sauces ou faire très attention à ce qu'il dit. À ce qui ChatGPT ou Claude ou autre chose. Hein, peu importe. Mais voilà. Est-ce qu'il restait des questions, des remarques? Eh bien, merci à tous.